You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 9e épisode de la 4e saison de Codefax. Après une pause forcée d'une semaine, on est de retour. On va décortiquer l'actualité des clubs romans. On commence avec Genève où ça va pas malgré une victoire contre Langnau. Les Genevois n'ont pas réussi à enchaîner, défaite 3-2 après prolongation à Berne. Lausanne, ça va mieux, 2 victoires, mais une défaite contre Zug. Alors c'est un point, c'est bien, mais il manque un petit quelque chose encore à Lausanne. Ajoie, lui, continue de perdre. Malheureusement, à 55, les Ajoulots n'y arrivent pas. Et puis, on termine avec Bienne et Fribourg qui nous ont offert un très très beau match au sommet, même si le score d'1-0 en faveur des Biennois n'est pas flamboyant. C'est trompeur parce qu'on a eu droit à un beau match. Et puis, on va terminer aussi cet épisode pour parler un petit peu des hockeyeurs outre-Atlantique. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va bien. On est de retour après une petite pause. Voilà, c'est règlement de compte à Hockey Codefax, c'est ça. On va mettre les choses au point. Je vais jeter Jean-Fred sous le bus à Impérial tout de suite. Ce n'est pas ma faute s'il n'y a pas eu d'épisode la semaine passée. Monsieur était à Londres. Monsieur a proposé de faire tout le dimanche, tout le lundi. Moi, j'étais prêt. Vous savez que je suis toujours prêt à faire, même si c'est à 1h du matin. Des autres préfèrent dormir. Moi, à un moment, qu'est-ce que tu veux? Je respecte les choix des gens. C'est le mercredi, Colfax. Comme le conseil fédéral, il y a des choses qui ne doivent pas changer. Bref, on est de retour et ça fait très plaisir. Mais les choses qui ne changent pas, par contre, Genève perd. Après la petite lueur d'espoir contre Langnau, voilà. Cette victoire 3-2 qui n'était pas forcément significative, mais on en parlait aussi au Pécaliste lundi, est-ce que Genève va pouvoir enchaîner? On a l'impression qu'avec Lausanne, c'est le même problème qui peut se poser, qui semble presque être réglé à Lausanne, mais on sent que c'est encore fragile. À Genève, on n'arrive toujours pas. Et à Berne, tu mènes 2-1 et finalement tu perds. Alors, au moins, tu ramènes quelque chose. Mais je pense que ça les satisfait clairement pas de ne pas avoir pris la totalité de l'enjeu. Ouais, surtout que Genève menait 2-1 après 2 tiers-temps. C'est ça. A un petit peu tourné le match, parce qu'après un tiers-temps, honnêtement, c'était le scénario catastrophe. T'as 6 minutes 30 de powerplay et 30 secondes de box-play, tu perds 1-0 après un tiers-temps sur un but à 4 contre 4. Mais oui, 4 contre 4 le but. Mais ils ont tous powerplay, ils sont incapables de marquer. Pourtant, il y a quand même 2-3 armes dans cette équipe, j'ai l'impression, pour être efficace en powerplay. On l'a quand même vu bien quelques fois. C'est clair. Deuxième tiers se passe assez bien. Tu vires en tête après 40 minutes. Le but clutch de Winnick juste avant la pause. Puis voilà, la fin de match, elle se passe finalement comme une équipe en crise. Je crois qu'on peut quand même parler de crise gentiment. Parce que j'ai l'impression qu'autour de Genève, il y a un certain calme qui est aussi lié à l'environnement, au fait que Patrick Aymon est quelqu'un de calme lui-même, donc il dégage aussi ce côté, il panique pas. Tout à fait. Gauchi parle pas plus que ça, il n'est pas à faire des grandes déclarations, à acheter son équipe sous le bus, au contraire de moi avec toi. D'ailleurs, à Lausanne, on pourrait dire que Foust n'est pas quelqu'un qui s'exprime de manière aussi tonitruante, qui est hyper volubile, que Soboda parle pas trop non plus. Donc, il parle pas, Soboda. On a l'impression qu'on est un peu dans le même cas. C'est assez calme en surface. Bon, en l'occurrence, Soboda, moi, j'aimerais faire son interview depuis une semaine. J'ai refait 2 demandes. J'ai de nouveau eu 2 fois non, parce que c'est moi. Donc, j'aimerais bien lui poser des questions pour savoir justement son avis sur la situation, sans être critique forcément, juste comprendre voilà, comment il voit les choses. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Mais du coup, 18 matchs, 16 points, 45 buts marqués, 68 encaissés, un goal average de moins 23 pour Genève actuellement. Honnêtement, Genève est dernier. C'est la lanterne rouge. Il y a Ajoie qui est là, mais on savait qu'Ajoie serait 13 dans une ligue à 12. Genève est actuellement dernier avec 16 points en 18 matchs. Et moi, je me pose la question si le fusible Patrick Aymon va pas gentiment être obligé de sauter. C'est quoi la solution qui s'offre à toi?
Et ils ont essayé de mettre... maintenant que Pouliot est de retour, ils ont 5 étrangers. Ils ont essayé un peu de tourner, de temps en temps de mettre Pouliot. Alors Phil Poula était, je sais pas, malade ou un peu blessé. Ouais, il était malade ce week-end. Donc au moins, ça a pu faire jouer Pouliot. Pouliot, on sent qu'il n'est pas encore dans le rythme. Et Vatanen, Winnick, Temernes, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais à un moment, Winnick, il me semble qu'il fait aussi des fois une petite connerie. Je vous laisserai, ceux qui ne l'ont pas fait encore, regarder le 1-0 de Davos contre Genève vendredi dernier. Et vous ferez caméra isolée sur Daniel Winnick. Et son manque d'effort à ce moment-là, et son petite tricherie à la bleue en espérant avoir un puck qui passe par là et partir tout seul. Derrière, on se laisse glisser, on patine pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un joueur qui est tout seul, ça fait 1-0. Et il suffit de voir son body language après le but. Il sait qu'il a merdé sur ce coup-là. Et si même Winnick, qui est quand même censé être un petit peu le cœur et l'âme de ton équipe, commence à avoir ce genre d'attitude-là, moi je trouve que c'est assez significatif en fait. J'arrive pas à voir ça de manière totalement anodine. Et au bout d'un moment, moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont arrêté l'expérimentation Temernes-Vatanen sur la même ligne. Ouais. Et ils ont remis Temernes-Carrère, Maurer-Vatanen. Je comprenais pas ce choix-là. Après, tu peux jamais en vouloir à un coach qui essaye des choses. Complètement. Mais je comprenais pas ce choix-là. On parle pas du power play là, on parle du 5 contre 5 en power play. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de Colfax, si ça se trouve. C'est que le mardi soir, j'ai eu l'air malin à Zurich en disant je comprends pas le powerplay Vatanen, Temernes. Puis ils ont marqué environ 4 points chacun, si je ne me trompe pas, en powerplay. Mais là, Genève, derrière, c'est solide. En troisième ligne défensive, tu as encore Lecoultre, qui est un bon défenseur. Tu as Carrère, tu as 2 étrangers, donc derrière, ça tient la route. Gauthier Desclous, ça tient la route. Devant, tu as 2 étrangers, donc on en a parlé, Winnick, Phil Poula, Rod. Après, tu as Moe Jervis Vermin. Là aussi, il n'y a rien à dire. Miranda, sur le papier, il n'y a rien à dire. Ouais, mais Miranda en ligne 3. Mais justement, l'excuse des étrangers, l'excuse de... pas des étrangers, l'excuse des blessés. Ouais. Ah, on a beaucoup de blessés. Oui, à une époque, j'entends... Mais maintenant, moi, j'entends plus ça. Hein. Si tu regardes le contingent de Genève actuellement, avec Miranda en ligne 3, avec Smirnov au centre, c'est des joueurs qui ont plus d'une centaine de matchs en National League. Berton en 4, Patrick qui a été bon la saison dernière, Vuyamo qui a été bon durant les playoffs, qui a reçu un contrat de 2 ans parce qu'il a été bon justement. Ouais. Si tu regardes à Lausanne par exemple, en ligne 4, là il y a un monde qui est de retour, mais tu as Fabio Arnold, Emilius Krakauskas et Mikael Holdener qui faisaient les beaux jours d'Ajoie et de Viège il n'y a pas si longtemps finalement, ces 3 joueurs. Donc oui, peut-être que Genève, il leur manque un Richard qui pourrait leur faire vraiment, vraiment du bien, mais au bout d'un moment, je pense que la solution, elle est dans le vestiaire, elle existe. Et oui, il y a eu quelques blessés, mais ça devient de moins en moins tenable, je trouve, cette excuse derrière laquelle je ne peux plus se cacher. Et c'est la raison pour laquelle je me demande à quel moment Patrick Aymon n'est pas vraiment en danger. Mais tu disais Winnick pointé du doigt contre Davos. Il me semble qu'il y a aussi une erreur contre Langnau. Alors, le Genève a gagné, et puis Winnick a dû marquer 2 buts, donc il s'est bien rattrapé de son erreur. Mais il va te coûter peut-être 1 but, il t'en marque 2, donc le ratio est positif, très très bien. Mais s'il y a toutes ces erreurs, c'est peut-être aussi parce que tu joues trop et que tu te sens obligé de le faire jouer parce que c'est une de tes rares forces offensives. Donc après, ça devient compliqué à gérer parce que je le fais jouer un petit peu plus parce qu'il marche bien et qu'il peut me créer quelque chose offensivement, mais en jouant plus, il a des chances de faire peut-être un peu plus d'erreurs et donc de me coûter quelque chose. C'est vraiment un casse-tête, et je me dis, est-ce que si tu changes un entraîneur, tu changes l'entraîneur là, est-ce qu'il va réussir à régler ce casse-tête ? J'ai pas l'impression que c'est hyper simple. Il faut vraiment que Smirnov, tu parlais, je crois qu'il a 1 seul point pour cette saison pour l'instant. Ouais, il a 18 matchs, 1 but. Vuyamo, 17 matchs, 0 points, 0 but, 0 assist. Ça va pas. Il a été la moitié de la saison avec 2 étrangers sur la première ligne. Voilà. Attention, par contre, on n'est pas en train de dire que c'est la faute de Mathieu Vuyamo et de Denis Pierre, parce que si ça se passe pas bien. Mais l'année passée, c'était des joueurs qui, de temps en temps, te débloquaient une situation. Oui, qui amenait un petit quelque chose, quoi. Et là, il y a pas cet aspect-là. Et pourtant, Vuyamo, il a 11 matchs, 4 buts en play-off. Il avait été précieux. Il avait un rôle qui était taillé sur mesure pour lui. Et moi, au moment où je dis que j'ai l'impression que Aymon devrait être en danger,
Je dis pas que c'est lui, par contre, le bouc émissaire dans tout ce qui se passe. Par contre, à un moment, tu arrives peut-être à court de solutions. Et est-ce que cet électrochoc-là est une solution? Maintenant, il y a aussi un facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est que pour la deuxième saison, on a 10 équipes en play-off, on va dire, si on calcule de manière grossière entre les pré-playoffs et les playoffs, tu as 10 équipes qui sont encore qualifiées pour la suite de la saison. Il y a un tweetos, on va dire, bien connu, Plouf, qui arrête pas de dire que, et a raison en un sens, que tu fais plus de 300 matchs pour éliminer 2 équipes. C'est toujours la même chose, parce que on partait du principe qu'Ajoie était éliminé presque d'office parce qu'il fallait être réaliste finalement. Tu as de nouveau 300 matchs pour éliminer 2 équipes. Et Genève, actuellement, avec 16 points, n'a finalement que 4 points de retard sur Langnau. Est-ce que c'est un objectif en soi d'être qualifié pour les pré-playoffs? Évidemment que non. Par contre, c'est aussi la raison pour laquelle maintenant on est fin octobre, il y a 1 mois et demi de championnat, il y a des équipes à la peine, et on n'a toujours pas eu de changement de coach. Et je pense vraiment que cette nouvelle formule force à être un tout petit peu plus patient. Parce que si tu enlèves cette nouvelle formule, il y a 10 points de retard sur Lugano dans le top 8. Ouais. Et là, tu es en train de te dire, ouf, si on ne réagit pas tout de suite, complètement. Le train est parti. On le sait avec mon collègue Serge Henberg, pour ne pas le citer. On regarde souvent ce qui se passe après 25 matchs, quand on avait une saison à 50. Et dans 90 et quelques % des cas, les 8 équipes qui étaient en dessus de la barre, c'était les 8 équipes qui étaient au final en play-off. Il y avait eu un retour incroyable de Fribourg une année. Et une fois, ouais. Mais c'était ça. En fait, tu prends le classement à Noël, puis après, tu shakes les 8 premiers, tu shakes les 4 derniers. Exact. Et puis c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe. Maintenant, alors là, parce que Rapperswil, on va dire, nous surprend quand même un petit peu. On a Langnau qui nous surprend un petit peu. Ambry, l'effet nouvelle patinoire aussi. Lugano, pas top. Il y a Bern qui est en dessous, alors que d'habitude, ils ne sont pas en dessous. Outre le... Oui, alors on prend la saison passe. J'ai fait une moue. On n'a pas de vidéo, j'ai fait une moue. Depuis leur titre, effectivement, ça devient nettement plus compliqué. Mais voilà, historiquement. Donc, à voir le classement, on va dire... est-ce qu'on peut déjà le prendre maintenant? Peut-être pas. C'est un petit peu tôt. La pause de l'équipe nationale, peut-être un peu plus, mais effectivement, regardons déjà fin novembre, début décembre, où on en est. Et là, on pourra quand même dire... mais ce sera de nouveau. Alors peut-être le top 6, et même le top 6, vu que ça changeait dans le top 8, je suis pas sûr que ce soit coulé dans le béton. Non, je suis d'accord avec toi. Puis ouais, on parlait des joueurs qui sont un petit peu à la peine. Si tu rajoutes un Simon Lecoultre qui a 16 matchs, 2 passes décisives. Ouais. Roger Carrère, lui aussi, 12 matchs, 3 points, il a un but, 2 passes. Il remonte un peu, je trouve. Il revient gentiment, et justement, c'est aussi ça, peut-être les petites lueurs d'espoir, c'est que c'est 2 joueurs qui ont été blessés durant l'été, qui ont une préparation écourtée. Est-ce que maintenant, ils vont aussi être un petit peu meilleurs, ils vont mieux soutenir l'attaque, ce qui était le cas par le passé. Mais en même temps, on savait qu'avec l'engagement de Vatanen, ça allait prendre du temps de glace, et que des joueurs comme Carrère et Lecoultre allaient forcément être impactés par cet engagement-là, parce que on voit que même Tom Ernest perd pas des minutes de jeu, et que Vatanen en bouffe aussi bien plus de 22, donc ouais. Puis malheureusement, il faut aussi constater que tu n'as plus de gardien qui te fait la différence, comme l'année malheureusement. Passée. Et l'année passée, tu avais un Gauthier Desclous qui était extraordinaire. Il marchait sur l'eau, mais tu n'avais pas l'impression qu'il surperformait. Mais le problème, c'est que le gardien, c'est le poste où c'est le plus dur de répliquer, on va dire, une bonne saison. Ouais. Un attaquant qui met ses 25 buts, il va peut-être en marquer 22, puis tu diras, ouais, il est toujours aussi bon, machin. Par contre, un gardien qui laisse passer 1 ou 2 pucks de plus par-ci, par-là, le problème, c'est ça qui te fera ta différence entre un 92 et un 93% d'arrêt, et du coup une très bonne saison, et un 89-9, 3 buts encaissés par match comme actuellement, sans avoir une défense qui est mauvaise du côté de Genève. Alors au début de saison, oui, c'était vraiment la patauger assez régulièrement. Là, ça va quand même un petit peu mieux, mais tu as un gardien qui est ordinaire. Je disais avant justement qu'il était extraordinaire l'année passée. Là, il est redevenu un peu plus ordinaire, et malheureusement, ça fait forcément une énorme différence. Il suffit de voir Fribourg, on y reviendra après, mais quand tu as un Reto Berra qui tourne à 96,5, sauf erreur, sur tout le mois d'octobre, avant le match contre Bienne, et contre Bienne, il a de nouveau été dans ces eaux-là, donc sa stat ne va pas bouger. C'est quand même un peu plus facile. Et puis il manque ce deuxième gardien. On s'attendait à ce que le départ de Manzato
affecte un petit peu, on va dire. On perdait de la profondeur du côté de Genève en disant, bon, mais on n'était pas là à brandir des panneaux en disant, ou des warnings en disant attention, ça va être la catastrophe. Parce qu'on pensait quand même que un deuxième gardien, alors même un gardien comme Charlin pouvait quand même assumer un rôle de deuxième avec peut-être un petit peu moins de matchs évidemment que Manzato, mais pouvait quand même le faire. Et en ce moment, on a l'impression que déjà Gauthier Desclous performe pas comme l'année passée, mais si en plus tout d'un coup on décide de le sortir, on a encore plus peur pour Genève, parce qu'on se dit, ah ouais, même si Desclous est peut-être pas aussi flamboyant, derrière, Chianov, Charlin, ils ont pas de confiance, ou ils sont trop jeunes et tout, ça va pas. Non, exactement, ça c'est aussi un petit problème, mais c'est difficile de blâmer le choix de Marc Gauci, de se dire, bah, on a un gardien qui Il va trouver un deuxième gardien aussi, hein, comme ça. Ouais, bon, ils auraient pu garder Manzato, il y avait une option pour le conserver, ils ont décidé de ne pas le conserver. Et au moment où la décision est prise, et c'est pour ça, je crois vraiment qu'à ce micro, on en parle assez souvent, et on n'est pas là pour faire du révisionnisme. Est-ce que cet été, on a couiné en disant « Ouh là là, attention, Gauthier Desclous, c'est peut-être dangereux, il va peut-être pas faire... » Non, on a juste dit ben, ils ont le meilleur gardien de la Ligue la saison dernière. C'est logique peut-être que si... J'ai aucune idée des chiffres et peu importe, mais si ton Stéphane Charlin te coûte le prix que coûte un junior qui arrive à peine dans la première équipe, t'économises quand même quelques dizaines de milliers de francs, pour pas dire un peu plus, par rapport à un Daniel Manzato. Cet argent-là a été investi ailleurs. Et si Gauthier Desclous tient la route, puis qu'en plus, tu as 100 000 francs de plus à disposition pour renforcer ton équipe ailleurs, peut-être que le calcul est bon. Maintenant, ben, ça se passe pas très bien. Il est peut-être pas en pleine confiance non plus actuellement. Est-ce qu'il a eu des pépins physiques? Ça, je ne le sais pas. Il y a eu, on rappelle quand même une fois, une alerte où après 2 tiers-temps, il l'avait sorti à titre préventif. J'ai jamais su ce qu'il y avait. Honnêtement, j'ai pas pu chercher que ça non plus. Puis on se souvient de la blessure en play-off aussi. Hein. Alors bien sûr, il revient de blessure. Mais la décision était déjà prise à ce moment-là par rapport à Manzato, qui avait déjà annoncé sa signature à Berne. Donc voilà, c'est plein de petites choses. C'est les blessures par-ci, c'est les gardiens qui sont moins en confiance que l'année passée, ou le fait que Desclous doivent jouer tous les soirs. L'année passée, tu pouvais de temps en temps en back-to-back lui dire ben, ce soir off, il y a Manzato, il va clairement faire le job. Il a été très bon l'année passée. Et c'est plein de petits détails qui, t'as l'impression, tournent à l'envers. Ça, c'est pas énorme. Mais au bout du compte, ça fait que tu as moins d'1 point par match après 18 matchs. Et puis, on utilise le terme crise, alors qu'il y a quelques mois, et c'était l'édito de ma newsletter la semaine passée, est-ce que c'est Aimont est devenu nul en 6 mois? Non, c'est pas du tout ça. Par contre, à un moment, il va falloir trouver la solution. Et si elle vient pas de la glace, elle va devoir venir d'ailleurs. Ouais, parce que en réfléchissant, en disant quelle est la solution, j'ai l'impression qu'il a essayé justement, il y avait Vuyamo au début, on lui donne le temps d'essayer de s'imposer avec les étrangers. Ça fonctionne pas. Après, il y a Rod qui se blesse, il y a Rod qui revient. On le remet avec les étrangers pour former une super ligne, entre guillemets. Puis voilà, puis Joris qui était aussi excellent quand il est arrivé à Genève. En ce moment, il est presque un peu rentré aussi dans le rang, d'une certaine manière. Moy n'est pas flamboyant du tout, alors qu'il était plutôt pas trop mauvais en début de saison. Et puis Vermine qui traîne une sorte de spleen, tout d'un coup, il marque un but de baseball, tout d'un coup, il fait une déviation. Mais c'est pas suffisant pour l'impact que Vermine doit avoir. Et je pense qu'il le sait. Ça doit l'énerver. Il doit se dire, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et est-ce qu'il y a... les Américains, ils disent overthink. Hein, tu commences à trop penser. Et puis est-ce qu'il y a de ça aussi? Il faut aussi pas négliger le fait que Vermine a dû jouer au centre à un moment, ce qui n'est pas sa position de prédilection. Il sait le faire et il l'a fait de bonne grâce. Et c'est aussi ça, finalement, quand tu parles avec les gens à Genève, tout le monde te dit on est un peu tous dans la même galère actuellement et il y a pas de... J'ai pas l'impression. Après, Genève, c'est un des vestiaires où c'est le plus difficile d'entrer, on va dire... Par le trou de serrure et par l'interstice des murs, mais c'est difficile d'y entrer. Moi, j'ai vraiment de l'extérieur l'impression qu'il n'y a pas de problème de vestiaire, justement, et que l'ambiance y est bonne. Et quand on dit à Fulmin va jouer en attaque, Fulmin, il pourrait un peu couiner. Non, il le fait. Il n'y a rien à dire. Il n'était pas gênant à cette position-là, dans le sens où on se disait pas, mon Dieu, mais tu n'as rien à faire là. Il y a juste une fois... Le puck, il part en contre-attaque et il rate son contrôle. Et puis, tu vois que c'est
il n'a pas l'habitude de recevoir une passe pour partir en contre-attaque comme ça. Et ça c'est lui qui la donne. Ça s'est mal passé, quoi. Et voilà, quand il faut faire jouer Vermine au centre, il joue au centre, il le fait, il fait du mieux qu'il peut. Et j'ai l'impression que c'est assez sain l'état d'esprit autour de ce club. Mais ça peut être sain tout ce que tu veux. Au bout d'un moment, on n'est pas là pour faire des grillades, quoi. Il va quand même falloir marquer des points et puis assez rapidement. Je disais avant, oui, il y a 10 places dans le wagon qui s'en va pour les playoffs, mais les 6 premières, tu peux déjà quasiment tirer un trait dessus parce qu'il y a plus de 10 points d'écart sur le top 6, quoi. Et puis je te propose qu'on parle du derby de jeudi entre Lémanique contre Genève et Lausanne dans la partie de Lausanne. C'est parfait. Et voilà la partie de Lausanne qui arrive. Sans transition. C'était un peu simple puisqu'il y avait ce derby jeudi. Avant de parler de ce match, revenir un petit peu sur les résultats de Lausanne. Il y a eu une défaite à Ambry, alors que Lausanne menait 2-0. Il y a eu un week-end plein. Un week-end plein, exactement, avec l'Arc Jurassien. Exactement. Je ne sais pas si les Biennois vont dire non, mais quand même, parce qu'on ne peut pas dire le Jura, mais l'Arc Jurassien, quand même, là, je crois qu'on n'est pas trop faux. 6-2 à Ajoie. Enfin, il faut quand même aller gagner, même si. L'objectif, quand tu vas à Ajoie, c'est de ne pas avoir l'air con. Voilà. Honnêtement, on va pas se mentir. Et honnêtement, je pense que Ajoie, s'ils avaient dû entourer un match, pas forcément l'équipe, mais on va dire l'Ajoie dans son intégralité, si la région avait dû entourer un match à gagner, je pense que c'était la réception de Lausanne. Il y a quand même, il reste un petit quelque chose d'un contentieux historique entre les deux clubs. Évidemment, il y a jamais autant. Si on avait un Google Trend, mais sur Twitter, un Twitter Trend, je pense que le nom Salmelainen, à chaque fois que le match Ajoie-Lausanne arrive, forcément, il y a des tweets autour de Salmelainen. J'ai l'impression que le destin d'Ajoie et Lausanne sera forcément lié un jour à Salmelainen. Pour les plus jeunes d'entre vous, ouais, non, c'est trop compliqué. Il avait renforcé Lausanne pour aider à éliminer Ajoie en play-off alors qu'il venait de Genève. Un move digne de Chris Maxwell. Exactement. Et Lausanne était menée sauf erreur 3-2 en play-off, allait à Porrentruy jouer et Ajoie devait éliminer Lausanne ce soir-là. Ils ont perdu avec un Salmelainen qui était très bon. Retour à Malais, Fertig, Lausanne s'était qualifié. Si ma mémoire est bonne, et je crois qu'elle l'est sur ce coup-là. Je ne sais plus si c'était 3-2 ou 3-1 en faveur d'Ajoie, mais l'épilogue est correct. C'est que voilà, il y avait Salmelainen et il se murmurait aussi que Chris Maxorley faisait un peu le marionnettiste derrière et qu'il était presque même descendu dans le vestiaire à l'époque. C'était assez incroyable ce moment-là. En fait, la National League, c'est juste un grand théâtre de marionnettes pour Chris Maxorley. Il tire les ficelles un peu partout. Maintenant, il est un peu à Lugano. Un peu Cloton, à Ken Stickney, toc, hop, place les trucs. Non, mais... Retour à Lausanne, du coup. Donc, ça s'est bien passé à Porrentruy. Ça s'est bien passé aussi contre Bienne. Exactement, c'était un joli match, j'ai trouvé. C'était un solide Lausanne HC ce soir-là. Et puis, c'était pas forcément évident alors pour les deux clubs parce que c'est le back-to-back, le pire back-to-back, 19h45, 15h45. T'as même pas 24 heures de pause. Donc, tu dois y aller un peu au niveau de la mémoire des muscles. Tu dois un peu faire confiance à tes instincts, j'ai l'impression, le dimanche. Parce que t'as pas tellement l'occasion de faire de la tactique entre le moment où tu rentres et le moment où tu dois repartir, en fait, sur la glace. Exactement. Et dans ces deux matchs-là, on a vu un excellent Phil Varone. Bon, nous, on n'a pas été trop dur avec lui jusqu'à présent, il me semble, à ce micro, dans le sens où on disait qu'il n'était pas au niveau de ce qu'on attend. On est trop gentil, à part ça, on devrait être des fois beaucoup plus véhément et puis dire que il est nul, c'est le plus nul joueur qui a jamais posé un patin sur une glace suisse. Après, on fait des extraits. Non, je pense que c'est pas forcément évident pour un joueur comme lui. Moi, je pense qu'il faut juste se rappeler de Brian Gibbons la saison dernière. Alors, pour le coup, on n'avait pas été tendre avec lui au début de saison, ça je me rappelle. Alors, restant poli parce qu'on est des gens éduqués, mais il avait été très bon derrière. Il avait fait une bonne saison, Brian Gibbons, et je pense que Phil Varone peut tout à fait faire encore une bonne saison. Il n'était pas loin de s'en aller à un moment. Lausanne a décidé de le conserver et je pense vraiment que c'est une bonne idée parce qu'il a des capacités, ce joueur. Mais voilà, je cherchais juste, c'est pour ça que j'ai un peu bugué. Gibbons, il fait 46 matchs, 33 points, dont 11 buts la saison dernière. Ouais. Et c'est quand même une belle saison. Varone peut tout à fait décoller à partir de maintenant.
Il y a quand même encore un petit détail, entre guillemets, détail plus que ça, mais finalement, mais c'est que Lausanne a 6 étrangers, actuellement 5 vu que Corey Merton est blessé, mais quand il va être de retour, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il va falloir chaque soir en laisser 2 en tribune quand même. Et alors c'est un problème de riche, certes, mais pas pour le joueur qui est en tribune. Et si tu l'es plusieurs fois, c'est le revers de la médaille. Alors pour l'instant, c'est pas un problème du tout. Et parce qu'aussi Gernat était malade, donc les choix s'est fait d'office pour l'instant. Mais si Varane commence à bien tourner, ce que je peux tout à fait imaginer, derrière il va falloir gérer qui va sur la glace tous les soirs. Est-ce que tu mets ton capitaine en tribune? Est-ce que tu mets Gernat qui fait un excellent début de saison en tribune? Sekac, on voit ce qu'il peut apporter. Moi je suis toujours pas convaincu, mais je suis sûr qu'un jour je le serai. Il y a des trucs comme ça, des joueurs comme ça où tu sais que tu vois que ça peut être pas mal, puis il y a des groupes de musique comme ça aussi. Où je sais que c'est super ce qu'ils sont en train de faire, mais moi ça me touche pas. Où je vois pas ce qui est en train de se passer. Et avec C4, j'ai l'impression que c'est ça parce qu'il fait pas un mauvais début de saison. Hein. Et C4, je pense peut-être que l'arrivée de Frolic, ils sont quand même assez proches. Je me dis que ça peut aussi aider d'avoir simplement un pote quoi. Je me pose la question pour. C'est vraiment une théorie. Pourquoi tu dis qu'ils sont proches, hormis le fait qu'ils sont les deux Tchèques? Il y a une raison? Bah, ils se suivaient sur les réseaux sociaux, donc... Tu sais, je me dis, si en fait, on va les deux travailler... Enfin, si moi, je vais travailler en Finlande, puis il y a un grison qui débarque et dira « Oh, machin !» Puis le grison, ils sont potes. Ouais, c'est 2 Suisses. Non, on se comprend même pas. D'ailleurs, à l'étranger, quand il y a des Suisses allemands qui entendent qu'on est de Suisse, c'est « Ah !» Puis on se dit « Ouais. » Non, juste le même passeport que vous, mais c'est tout. Hein, on partage rien, les gars. Mais il me semble que c'est... D'accord, non, mais je savais pas s'il y avait une raison particulière pour que tu dises ça. Ils sont... Alors, tu me diras, se suivre sur les réseaux sociaux, c'est des gars qui n'ont pas 12 000 abonnements. Ouais, donc, ils se sont côtoyés sans doute. Et puis, là, ça peut être assez... Tu me diras, il y avait déjà Gernat aussi avec qui tu peux t'exprimer. Parce que, mine de rien, tu es quand même dans un environnement qui est ailleurs. Bien sûr. Qui est différent de ce que tu connais. Mais là, c'est catch avec Frolic, peut-être que... On voit que c'est catch. On aimerait peut-être bien qu'il fasse une Stransky qui marque une fois 5 goals, même si ça risque pas d'arriver parce que 5 buts, peu importe le joueur, c'est vraiment très rare. Mais il commence à marquer un but par match comme ça, c'est encourageant. Et moi, ce qui m'encourage à Lausanne, malgré la défaite contre Zug, toi tu as dit Academy, hein, tu as bien aimé, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs de la 2, en fait, de Zug, et qui ont quand même réussi à... Ça, c'est un petit coup d'arrêt, mais en même temps, voilà, Lausanne, comme contre Ambry, menait 2-0, ils ont perdu 3-2, là, ils ont réussi, en étant menés 3-2, à revenir à 3-3. Je trouvais qu'il y avait un état d'esprit, je l'avais vu contre Bienne. J'espérais le revoir et au début du match je me disais 14 minutes de jeu, 2-0, on sent que Lausanne peut-être a réussi à trouver quelque chose et que dans l'état d'esprit, est-ce qu'il n'y avait pas une équipe qui était en train de se créer? Ça remet rien en cause, justement parce qu'il y a ce goal d'Allemand qui vient égaliser. Faudra encore confirmer peut-être contre Genève justement pour montrer que ils jouent les uns pour les autres. C'est plus une somme d'individualité. On commence à avoir une équipe, il me semble. Ouais, je suis assez de ton avis. Et en réfléchissant, on va dire, long terme et en prenant pas les matchs les uns après les autres, et effectivement, je trouve quand même que c'est un petit accident contre Zug. Parce que cette équipe de Zug, s'il y a un moment de la saison où tu dois avoir envie de les jouer, c'est quand leur troisième ligne d'attaque, c'est Luca Denisko, Daniel Neumann et Dario Allensbach. Ça, c'est la ligne 3. 4, Devin Steli, Simon Wust et Valentin Hofer. En 2, tu as Bachhoffner, Leuenberger, Klingberg. Alors, Klingberg, c'est très bien. Les autres, c'est la quatrième ligne. C'est la quatrième ligne. Après, devant, Simeon, Müller, Martini. Oui, mais tu as Simeon en plus qui est blessé. Simeon qui se tourne le genou assez rapidement. Bachhoffner qui tourne le genou aussi au bout d'un moment. C'est des points qui étaient alors pas gratuits parce que ça reste Doug, ça reste Giannoni au but. Faut lui marquer des buts à Giannoni, c'est pas simple. La défense, elle était là, quasi au grand complet ou au grand complet. Ouais. Donc c'est une équipe de Doug qui est organisée, qui vient et il faut les battre. Mais c'est presque quand même une occasion manquée. Après, à la décharge de Lausanne, là aussi, j'énumère les noms.
Lausanne, il leur manquait quand même aussi Ria, il manquait Fuchs, il manquait Baumgartner. C'est une ligne. Oui, mais par rapport à... Là, on peut pas se cacher derrière ce truc quand tu as énuméré... Enfin, t'as pas énuméré Zug, mais Herzog, Kovar, Souris, Lander, Lander, ouais. Senteller, Zender, ça fait... Là, ça en fait 2 de c'est ligne. ton top 6, ouais. Alors, Ça peut l'être, en tout cas. avec peut-être- Signon qui tombe au combat Ah. aussi, là, franchement, ce que Zug a réussi, je pense que Tangnes peut dire vraiment bravo à ces gars d'avoir réussi à faire ça. Je crois que le flow du match est quand même clairement favorable à Lausanne. Et il est souvent favorable à Lausanne. T'aimes bien sortir la statistique c'est quoi, le Corsi 4 de Lausanne, en disant que normalement, ils dominent leur match, en tout cas au niveau des expected goals, des trucs comme ça. Donc, ça veut quand même dire quelque chose. C'est aussi pour ça que ce qui est bien avec des fois ces stats-là, c'est que ça permet de pondérer certaines choses et de se dire peut-être que les statistiques de Genève, si ça va pas trop bien, tu les regardes, tu te dis ouais, mais c'est pas forcément plus flamboyant là. Lausanne au moins de se dire ok, ces matchs sont perdus, mais il y a quand même quelque chose de positif à en retirer et tu peux pas dire que Fous doit gueuler sur ses joueurs en disant vous n'avez pas travaillé, etc. Non. Ça va. Surtout que ça fait 3 matchs, 7 points sur la semaine. Si au début de la semaine, tu leur dis qu'ils font ça, à mon avis, bon, 2 matchs à la maison et un match à la joie. Ouais. Mais moi, il y a quand même aussi, moi j'ai quand même une question. On arrête quand avec Fabio Arnold, Ouais. puis Emilius Krakauskas? On arrête quand? Bah. Moi, je me rappelle quand même qu'on nous expliquait que Lausanne, il y avait une profondeur en attaque qui était très importante. Et là, il manque, alors on l'a dit avant, il manque quand même des joueurs. Et ça, mais est-ce que ça justifie que Fabio Arnold joue dans une équipe de National League qui vise légitimement, hein, c'est pas des discours d'avant-saison, c'est nous qui le disons, c'est une équipe qui doit viser le top 3, Lausanne, parce qu'il y a le talent nécessaire, il y a les infrastructures, il y a tout qui est en place pour que ce soit une équipe du top 3. Puis tu te retrouves avec Fabio Arnold et Emilius Krakauskas. Alors Krakauskas, il est rigolo, de temps en temps, il va mettre une charge, il amène de l'intensité. Ouais. En même temps, il a joué 4 minutes contre Zug, ou 6 minutes contre Zug, et puis Arnold 4 minutes. Arnold, en plus, a joué, il va encore prendre pénalité de match. Enfin, moi, je suis quand même un peu perturbé, disons, de voir que quand tu as 2 ou 3 blessés, tu te retrouves avec ces joueurs-là, finalement. Et je me dis, il n'y a personne d'autre à mettre dans ces maillots-là. Ben, je suis assez de ton avis parce que pendant que tu disais ça, je me disais, alors, Genève, on a parlé des blessés, mais c'est Patry, c'est Vuyamo, c'est des jeunes, et puis si on peut pas, on met Campagna, on met Cavalieri. Là aussi, des gars du cru à Fribourg, même si le mouvement junior a pas encore produit forcément beaucoup de tout jeunes maintenant, on essaie quand même de mettre, alors Bougros, il vient pas du truc, mais il a été pris pour être en 4e ligne. On a Gaëtan Jobin. Et puis sinon, il peut y avoir 2-3 autres jeunes qui ont déjà été mis. Mais surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est Zoug que aussi. ce qui m'étonne, c'est que aussi. les juniors élites de Lausanne sont premiers. Exactement. C'est la meilleure équipe junior élite de. Tout à fait. Ils ont battu Zoug 6-1 d'ailleurs dernièrement. Et honnêtement, alors là, c'est vraiment. Peut-être que c'est des joueurs qui ne sont pas prêts. Hein. Et moi, je les ai pas vus jouer et j'ai pas des gens qui m'en ont parlé en bien en me disant ils mériteraient leur place. Mais le meilleur compteur des M20, c'est Edouard Marguera, qui joue à Sierre en Swiss League. Donc il a déjà 6 matchs contre des adultes en Swiss League cette saison. C'est pas un gamin de 17 ans que t'enverrais se faire frapper contre des grands. Quoi. Ouais. Il a 20 ans, 1m86, 84 kg. Pourquoi finalement un gars comme ça, il n'arrive pas à avoir une chance? On a vu Benjamin Bougros, il est venu jouer un moment, il a joué Paulin Méno, 41 secondes. 41 secondes après 2 tiers, 1 minute d'interview pendant la pause. Je m'excuse, mais c'est quand même un peu particulier. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage. Après, ça remet en rien en cause que cette équipe va mieux, etc. Mais moi, je me dis, t'arrives pas à mettre un jeune à cet endroit-là, mettre un signal aussi pour ces juniors élites qui sont premiers de leur ligue, qui font une bonne saison. Et surtout, c'est martelé, on veut construire avec nos jeunes. Eh ben, montrez-le. Et allez pas chercher Loïc Inalbon à la chaux de fond parce qu'il manque un centre en 4e ligne. C'est pas possible. Ouais, là, je trouve dommage parce que c'est vraiment le message que tu envoies. J'ai l'impression, peut-être dans d'autres clubs, et je disais aussi bien, hein, finalement, bien sûr. tous les Carafa, tous les Garessius, tous les J en colère, il est un peu plus capé que les autres, mais on a l'impression que on va puiser là-dedans. On va pas puiser
admettons à Langenthal, on va prendre le meilleur compteur de Langenthal en licence B. Non. Le seul coup qu'il peut y avoir, c'est Tretness. Mais ça, c'est un peu spécial parce qu'ils ont droit à un 5e étranger et tout, même si je crois qu'ils ont joué qu'avec 4. Mais c'est vraiment dommage parce qu'ils mériteraient, quitte à jouer 41 secondes, après, mais quitte à jouer 4 minutes, tu te dis, est-ce que vraiment de jouer 4 minutes de Margueras, si on reprend cet exemple-là, ça va te coûter quelque chose Par rapport à 4 minutes de Fabio Arnold. Parce que Fabio Arnold, son plafond, est-ce qu'il l'a pas atteint d'une certaine manière? Est-ce qu'on vraiment, on se dit non, mais c'est un diamant brut, puis qu'on peut encore le polir? Il défonce son plafond en ayant signé un contrat à Lausanne, moi je trouve. Me semble-t-il aussi. On me faisait la remarque l'autre jour à Ajoie, j'étais au match et je parlais avec Guézajoulou avant la rencontre. Il me disait, mais tu te rends compte, la 4e ligne de Lausanne, avec Fabio Arnold, avec Krakauskas, ils étaient chez nous. Ils étaient chez nous il n'y a pas longtemps. Putain, là, c'est juste, j'avais un peu oublié ça, mais Fabio Arnold, 18-19, 19-20, il est à Ajoie. Et là, il a 13 matchs, 0 points. C'est un non-factor en plus. Donc... Après, il est grand, il est gros, mais il a 25 ans. Donc, qu'est-ce que tu peux développer? Après, il me semble que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on parle de Fabio Arnold et de Krakauskas pour rester crédible. Mais le seul point où je vais lui laisser à ce joueur-là précisément, mais même Krakauskas, j'en ai parlé avant, ils peuvent t'amener une certaine intensité. Ils peuvent bagarrer à un moment où ça va devenir intéressant. Peut-être plus que des juniors. Exactement. Mais le problème, c'est pas maintenant où tu as besoin de ces muscles-là. C'est pas à Ajoie quand tu mènes 5-1, où Paulin Meno il joue à peine et tu as Arnold qui va se prendre des pénalités de match. Non, c'est là où justement il devrait avoir 8, 9, 10 minutes. Puis là, il s'en rappellera de son match à Ajoie, Paulin Meno au premier match. Tu vas faire une belle rencontre à Ajoie. Ils ont aucun stress ce soir-là. Et ben, tu donnes ces minutes de jeu à ton junior. Puis je sais pas, il se rappellera toute sa vie de son premier match à Ajoie. Là, il se rappellera peut-être un petit peu moins quand même de ce premier match. Puis le lendemain, moi, contre Bienne, ça, je peux entendre. C'est un match serré, c'est plus difficile. Tu te dis, mais si je le mets là, il va peut-être être un peu à la peine et c'est pas lui rendre service. Ça, j'entends tout à fait. Mais à Ajoie, je pense que là, tu dois avoir des minutes à donner à ces joueurs-là. Et contre Zug aussi, finalement, contre des jeunes, finalement, tu ne le mets pas dans la pire des situations. Mais bref, on va regarder un peu le match contre Genève. Qui s'annonce comme ça de base. On se dirait que Lausanne est quand même dans une situation un petit peu plus confortable que celle de Genève. Oui, alors bien sûr, c'est sûr. Alors il y a 8 points d'écart. Lausanne a un match de moins que Genève. Mais je parlais la semaine passée avec Cody Almond à la fin de l'entraînement. Il me disait, on a des matchs en moins, donc c'est super. On sait que virtuellement, on n'est pas aussi mal classé. Mais tant qu'on ne les gagne pas, nos matchs en moins, on va nulle part, quoi. Et ça, c'est exactement le cas. Oui, tu as 17 matchs et Rapperswil, première équipe qualifiée pour les playoffs top 6, on a 18. Donc tu as un match de moins, 3 points d'écart. Parfait, tu te dis effectivement, on est à la hauteur. Il va falloir le gagner celui-ci. Et si je dois mettre mon argent quelque part et l'investir, je l'investis assez clairement sur Lausanne parce que j'aime bien le trend qu'il y a actuellement. Et vraiment, la défaite contre Zug, elle change rien à ce que je pense. Ouais. Mais... Tu sais que là, c'est un peu tangent. Lausanne s'est mis dans une situation où ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. J'ai l'impression que ça va basculer du bon côté, mais tu as vite fait tomber de l'autre côté. Et là, ça peut... On a parlé de crise avant pour Genève. On est pas à des kilomètres. On est loin de parler de crise pour Lausanne actuellement, vraiment. Parce que 17 matchs, 24 points, c'est un... Là, ça sous-performe par rapport à ce qu'on s'attend. Oui, alors absolument. Pour moi, c'est une équipe du top 3 qui mériterait d'être top 3. Mais voilà, moi, j'ai quand même l'impression que depuis l'arrivée de Frolic, les choses se mettent un petit peu en place. Alors, contre Ambry, on met ce match à part parce qu'il venait de débarquer, il était à peine descendu de l'avion. Mais ce week-end contre Ajoie et surtout contre Bienne, j'ai trouvé que cette ligne Frolic, Varon, Sekac était solide. Et du coup, ça pose la question. Frolic, Varon, Sekac. Gernat qui était malade. Est-ce que contre Genève, tu décides de repartir avec 2 défenseurs étrangers? Moi, je vois un Genadzi qui, depuis qu'il a signé son contrat, puis depuis qu'il s'est libéré l'esprit, on a l'impression que ça lui polluait quand même beaucoup la tête et que c'est un joueur qui a... c'est un sentimental, on va dire, et que donc maintenant, il a l'air de jouer un petit peu plus libéré et il amène ce que Genadzi doit amener finalement. Et le top 6 lausannois n'est pas péjoré par le fait de mettre soit Barberio, Gernat, plus les 5 bons Suisses. On a un Kruger qui fait ce qu'il doit faire en 7e défenseur. Du coup, pour ça, je trouve que c'est bien.
Moi, je garderais cette structure 3-1 finalement et je passerais pas en 2-2. Mais... Complètement d'accord avec toi, surtout parce que Fabien Eldner fait un très bon début de saison. Il passe un peu sous le radar parce que c'est pas son rôle d'être trop en vue. Bah, son rôle, c'est de passer sous le radar, j'ai l'impression, en fait, à Je suis Eldner. assez d'accord. Et finalement, c'est un peu la même chose d'un Aurélien Marty, qui est peut-être un peu moins bon que l'année passée, mais la seule fois où il n'est pas passé sous le radar, c'est parce qu'il a donné le 1-0 à Fribourg. Et là aussi, c'est un joueur où tu vas le voir de temps en temps parce qu'il va mettre une grosse charge, parce qu'il va se faire respecter devant le but, et puis tout ça, il va bien le faire, mais tu as Marty Genadzi, tu as Glauser Barberio, Eldner Frick, ton top 6, il est excellent. Est-ce que vraiment il y a besoin de mettre Gernat en plus ou Barberio, hein, c'est l'un ou l'autre, ça c'est complètement égal dans le sens, pas pour eux, mais pour John Foust, c'est un peu égal, c'est un étranger qui remplace l'autre. Ils ont les deux un profil où ils sont les deux capables de jouer sur le power play, ils sont complémentaires, enfin ils sont interchangeables, Voilà. je veux dire, plutôt que complémentaires. Et ouais, moi je partirais aussi avec cette structure 1-3, ça veut dire qu'il va falloir en laisser un en tribune tous les soirs. Pas simple, mais en même temps, quand tu engages 6 étrangers, tu le sais. Surtout quand tu engages 2 défenseurs, puis il y en a un qui est ton capitaine et qui a encore 2 ans de contrat, et que tu en prends un pour 3 ans. On va dire que, oui, mais tu te crées toi-même ton problème en toute connaissance de cause. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Et donc on peut pas commencer à dire c'est un problème au LHC. Non, c'est un luxe au LHC d'avoir ces 2 étrangers qui sont capables de tenir la route. Moi, je trouve que Gernat, il fait un début de saison qui est tout à fait bien et il mériterait d'avoir sa place. Mais en même temps, Barberio aussi, tu me diras. Puis moi, le fait qu'il soit capitaine, c'est quand même compliqué de le laisser en tribune. Mais ça, là aussi, c'était la question, pourquoi l'avoir fait capitaine ? Il serait pas capitaine, ce serait juste Marc Barberio, numéro 44, défenseur étranger. Gernat arrive, tu décides de le mettre. On dit, ah bon, bah voilà, on change des étrangers, il a une question numéraire. Le fait qu'il y ait ce C brodé, bah, ça change quelque chose, parce que c'est quand même un... Je veux dire, l'impulsion que tu donnes, ou le signal que tu envoies, c'est que tu es capable de laisser ton capitaine en tribune. Et pour la cohésion, justement, je trouve que c'est dangereux, on va dire. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et si on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, il y a 12 mois à peu près, jour pour jour, on avait la cérémonie du capitaine au Lausanne HC quand même, hein, avec prise de micro, on te donne le maillot. Ouais. C'est dur quand même ce qui lui est arrivé finalement en 12 mois. Tout ce qui lui est arrivé finalement en 12 mois pour se retrouver maintenant dans une situation où peut-être tu peux être surnuméraire dans le derby. Pas de la peur, parce que si on commence à parler de match de la peur... Pour Genève, plus que pour Lausanne. Pour Genève, gentiment, ouais. Mais pour Lausanne, absolument pas. C'est un match, quoi. C'est un match pour justement continuer le trend positif. Mais si tu le mets surnuméraire là, ce match, je pense que c'est quand même là qu'on va voir quel est l'alignement dans la tête de John Foust. Ouais. Je voulais dire est-ce qu'il s'entête, mais ça a une connotation négative, alors que c'est pas du tout ce que je veux dire. Est-ce qu'il a son idée, c'est 2-2, et c'est comme ça qu'il veut faire, mais le week-end passé, il y a eu une maladie, et puis du coup, finalement, ça arrangeait bien. Ouais. Ou est-ce que c'est 1-3 son esprit, et auquel cas, ce sera Gernat et Barberio qui vont jouer la concurrence. Toujours est-il que moi, je ne séparerais pas les 3 attaquants devant. Les 3 étrangers, ouais. Les 3 étrangers devant. Ouais, cette ligne, elle était un peu moins bonne contre... Varone était un peu moins bon contre Zug. Je dirais qu'il a eu une petite rechute, on va dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas rebondir, en fait. Une fois encore. Et Almond qui revient, ça amène quand même un petit quelque chose. Il n'est pas aussi... C'est plus le Almond qui arrive à Genève dans sa vingtaine, qui est capable de donner... Physiquement, je pense que son corps, il a subi Cody Almond. Mais... il a cette expérience qui lui permet quand même, dans un derby, lui ancien Genevois, il peut amener quelque chose qui est pas négligeable. On parlait trop de Krakauskas et d'Arnold, d'avoir Almond, finalement, tu préfères l'avoir chez toi en 4e ligne en disant ouais, ça peut aider. C'est un centre qui est capable de jouer un peu plus que 4e ligne si nécessaire. Il a 32 ans seulement. Moi, j'ai l'impression qu'Almond, on en parle depuis tellement longtemps qu'on oublie, il n'a que 32 ans. Ouais. Il est tout à fait capable d'avoir encore une saison à 15-20 points. Hein. L'année passée, il est à 14 points en 42 matchs. Ça lui fait presque du 20 points sur 50 matchs. C'est solide. Hein. L'année d'avant, il est à 21, sa première saison au Lausanne HC. Pourtant, on a l'impression qu'il n'est pas extraordinaire depuis qu'il est là. Mais il fait ses points, il peut débloquer des situations. D'ailleurs, si
si la prolongation tourne différemment contre Zug et que Lausanne remporte les 2 points, on parle de ce but d'Allemande un peu plus que ce qu'on l'a fait aujourd'hui. C'est lui qui va quand même être là, qui va être où ça fait mal devant Giannoni pour laisser traîner la palette et puis dévier le puck au bon endroit. Et c'est ce genre de petites choses-là où il peut faire vraiment beaucoup de bien. Et comme tu l'as dit, l'aspect match à Genève, c'est pas anodin. Et je pense que ça va lui faire plaisir. Ce sera pas son retour vu qu'il a joué déjà un match, mais ces débuts de saison, ça va vraiment le lancer d'avoir ce match là-bas. Parce que je me rappelle du match à Lausanne entre les deux, le premier derby. Lausanne était vraiment rentré très 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 fort. Ils avaient vraiment envie d'aller gagner ce match. Ils avaient été pas bons le lendemain parce qu'ils avaient donné beaucoup. Est-ce que John Foust va réussir à nouveau les remotiver pour ce match-là? Est-ce qu'il aura besoin finalement? Je ne suis pas sûr, mais ce serait bien d'avoir la même intensité parce que ça ferait déjà un beau match. En fait, tout simplement. Alors déjà, parce qu'en plus on sera présent, donc on a envie d'un beau match, il faut être clair. Et ton petit pronostic, tiens, ça en fait pas trop souvent ça, il me semble. La victoire de Lausanne d'un but. Ouais, ça, je pense qu'on y est, j'ai le même. Direction Porrentruy pour parler d'Ajoie qui... fait l'apprentissage de la National League de façon claire, nette et précise, parce qu'on se souvient, alors il faut remonter un petit peu dans le temps, mais 9-3 contre Langnau, ça c'est plutôt un truc qu'on aurait pu s'attendre contre Zurich, admettons. C'était la tâche, ça, ouais, je suis d'accord. C'est pas forcément... Contre Langnau, tu te dis, s'il y a un club contre lequel tu peux peut-être être plus ou moins proche, ça pourrait être Langnau. Résultat des courses, non. 5-0 ensuite contre Fribourg. 6-2 contre Lausanne. Ces 2 matchs étaient à domicile. Et puis à Lugano, 4-1. C'est pas une seille dans l'absolu, mais quand même. D'ailleurs, Gary Sheehan, en faisant le télégramme hier soir, parce que je ne pouvais pas regarder tous les matchs, mais j'ai juste vu Ajoie sans gardien à partir de 58, 50 et quelques. 53. Et donc, il y avait 4-1 pour 1 minute, un peu plus d'1 minute, sortir son gardien avec 3 buts d'écart. Je me disais, c'est audacieux. En plus, c'était un 4 contre 4. Donc, il s'est dit, tu sais, si ça se trouve, il s'est dit, ça me fait 1 minute de powerplay en plus. Pourquoi pas, hein. J'entraîne mon powerplay dans une situation de match. Puis, tu sais jamais. Moi, j'en veux jamais un coach qui sort son gardien. Moi, je me dirais plutôt différemment. Là, je me pose la question différemment. Pourquoi tu le sors qu'à 58-53 ? C'était ça. Ah, je croyais que tu disais de toute façon c'est perdu à 4-1, ça sert à rien de le sortir. Ouais, mais il restait qu'1 minute. Moi, pour marquer 3 buts, je me disais si tu le sors à la 57e. D'accord, alors on est sur la même longueur d'onde, alors complètement. C'était c'est pour ça que ça m'a surpris. Mais évidemment, pour critiquer, comme tu dis, effectivement, si tout d'un coup il va entraîner quelque chose. Mais moi, voilà, ça reste compliqué. Après, aller perdre 4-1 à Lugano, il n'y a pas grand-chose à dire dans le sens où c'est pas grave d'aller perdre à Lugano. C'est une équipe qui se cherche encore, honnêtement. Au début de saison, ils étaient incroyables offensivement. Lugano, ils produisaient du jeu comme personne dans la ligue. Et là, ça devient quand même compliqué. Après, le fait d'avoir celui qui est censé être ton meilleur buteur, ou en tout cas ton meilleur compteur, Daniel Carr, que j'imaginais faire plus de points qu'un Arcobello cette saison, qui a joué 2 bouts de match, qui s'est blessé 2 fois. Les gens qui l'avaient Hockey Manager en savent quelque chose. Alatalo, qui fait un début de saison un peu poussif. Quand tu regardes l'alignement de Lugano, alors depuis l'arrivée d'Udacek, ça leur amène quand même une petite profondeur supplémentaire et d'avoir une deuxième ligne Udacek, Turkov, Josephs. Ouais. C'est un petit peu mieux, mais Josephs, c'est pas non plus. Tu te dis, c'est Lugano qui est quand même candidat au top 6. Ouais. Troy Joseph, quoi. Ouais. Après, t'as Vedova et Rebrugger-Morin. J'ai l'impression que je lis les line-up aujourd'hui. J'ai que ça à dire. À part ça, et Joseph qui prend la place de Butker, finalement, qui était surnuméraire. Exactement. Et ça, c'est un choix fort de la part de Chris Maxwell. Mais voilà, en fait, en face, Ajoa continue de faire avec les moyens du bord. Ajoa a donc utilisé 7 licences étrangères, mais n'est pas en mesure de faire jouer 4 étrangers. Il y a Wenström qui a fait de bons débuts. Il a réalisé de bons débuts contre Lausanne, j'ai trouvé. Il amène physiquement quelque chose. Il a
Ouais, je trouve que il détonne un petit peu dans cette équipe d'Ajoie. Il joue le rôle d'Asselin finalement. Et d'ailier buteur, il vient de Finlande où il marquait vraiment but sur but. Donc je pense que c'est une bonne pioche. Et voilà, il y a la ligne Fortier de Vos Van Strøm qui a été créée pour finalement faire la Sturmlinie d'étrangers. C'est ce que doit faire Gary Sheehan, hein, c'est d'envoyer ces 3 étrangers ensemble puis espérer que les autres lignes s'équilibrent. Il y a un point qui est quand même un tout petit peu plus positif, je trouve, c'est que De Vos est à moins de 24 minutes. Alors tu me diras, c'est dire d'où on vient, je suis d'accord. Mais Fortier est à 24-51. C'est quand même beaucoup. Mais De Vos a quand même coupé ses minutes de 4 à 5 minutes de moins. C'est mieux. 28 minutes, ça veut dire. Oui, il a eu joué des 28 minutes. Ouais. Pour un attaque. Enfin, ouais. À un moment. Tu ne peux que comprendre pourquoi il y a des blessures au bout d'un moment qui t'arrivent quand tu demandes à ce point aux organismes. Mais c'est les limites du HCA. Maintenant. Ouais, mais bon, à un moment. Vu que. Alors, on le clame depuis le début de la saison. Il n'y a pas de relégation, Nous, on pense sur 2 ans. Très bien. Et c'est juste. Il n'y a pas de relégation. Tu peux penser sur 2 ans. Bah alors, qu'est-ce que tu vas faire jouer tes gaillards, les tirer sur 28 minutes? Alors, si tu sais qu'en plus, t'acceptes les défaites, pas de problème. Et on le comprendrait. Et tu te dis, bah, je préfère que mes gars soient en santé. Surtout quand tu vois un qui tombe par malchance, on va dire, voilà, Hazen, c'est vraiment une blessure, le genou, machin. Ouais, à fond. D'autres, peut-être que ce serait plus parce que tu tires un peu sur la corde. Alors non, tu dois pas venir après te plaindre. Enfin, et continuer à les faire jouer 24 minutes 51. Enfin, je me dis, qui peut te donner... Même si on prend Connor McDavid, tu le fais jouer 24 minutes 50 dans un match de NHL avec une intensité folle, je suis pas sûr qu'il va te donner ce que tu attends de Connor McDavid si tu le fais jouer 19 minutes. Sinon, à ce moment-là, on les ferait tous jouer justement des minutes pas possibles. Si les entraîneurs essayent de limiter les minutes de ces joueurs dans la meilleure ligue du monde, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, on va parler de... Je voulais dire d'un bright spot, mais c'est pas vraiment le cas vu qu'il s'est un tout petit peu fait mal à Lugano. Mais j'aimerais quand même qu'on mette en avant Thibaut Frossard. On en a parlé de temps à autre, mais finalement, si on s'arrête 2 secondes sur son début de saison, c'est 16 matchs, 13 points, dont 5 buts pour finalement un joueur qui découvre cette catégorie de jeu. Hein. Complètement. Il a tout le temps joué en Ligue B. En junior, il était en junior Elite B avec Ajoie. Il a fait quelques matchs en Elite A avec Chaux-de-Fonds, mais 3 fois rien. C'est vraiment quelqu'un qui... C'est un joueur qui on disait passer sous le radar avant. Lui, il est clairement passé sous tous les radars en restant à Ajoie. Ah, c'est Razmot. Ah, vraiment. Lui, c'est ras les pâquerettes pour... Et il fait une très belle dernière saison, à près d'1 point par match. Et il continue 16 matchs, 13 points. Là, sur les 6 derniers matchs, il a 5 points. Ouais. 2 buts, 3 passes décisives. Bah, on parlait de construire sur 2 ans, finalement de faire progresser tes joueurs en te disant toutes les minutes engrangées là vont être précieuses à l'avenir. Bah, pour lui, c'est exactement ça. Après, il a 28 ans, on oublie qu'il a 28 ans. Il joue position de centre. C'est peut-être pas plus mal qu'il ait 28 ans. Il a déjà un peu de bouteille de ce qui a été réalisé les années dernières. Mais voilà, c'est une des belles histoires, une des jolies histoires du HCA en ce début de saison. Ouais, pas forcément pour lui, cool dans ce sens-là. Il a encore une année de contrat, d'ailleurs. Et c'est presque ça le plus triste, parce que, vu ce qu'il propose, t'es un club de National League, un des 12 autres, tu lui dis tu gagnes combien, et de toute façon, Ajoie pourrait pas régater. Parce qu'ils peuvent proposer un contrat qui est supérieur au contrat des étrangers, et du coup, après, ça créerait des tensions dans le vestiaire. Tandis que s'il part ailleurs, il pourrait gagner, mais clairement, sans aucun problème, le double. Sans aucun problème. Oui. Voire même, je pense que le triple, ça ne doit pas être complètement absurde. Et non. Du coup, je me demande comment... Il est sous contrat. Et si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive avec une offre en disant « Écoute, nous, on peut te racheter cette année de contrat, mais on t'offre même plus. » Comment tu réagis quand t'es Thibaut Frossard? T'es un gars du coin, tu l'as dit. Tu gagnes avec Ajoie, 2 titres de champion, la coupe.
il connaît cette première saison, puis en National League où il brille, finalement, après 1 mois et demi, est-ce que tu dis non, le cœur, moi je bosse à côté même, ou un truc comme ça, enfin, je reste ici. Bravo, hein, mais ta carrière, il aurait totalement le droit d'aller signer un contrat ailleurs avec une autre équipe. Mais Ouais, je suis d'accord. Après, c'est aussi une année d'apprentissage pour lui. Et je peux imaginer il sait également que là, il a un rôle qui lui permette de se mettre en lumière. Si on dit un club complètement au hasard, admettons, mais même n'importe quel autre club, il sera pas top, même Langnau. il sera pas le deuxième centre de Langnau. Ouais. Et donc, moi, je comprends le choix aussi d'un point de vue purement sportif. D'un point de vue financier, c'est autre chose. Il y a aussi d'un point de vue équilibre de vie que je connais pas. Je connais pas la vie de Thibaut Frossard et quel est son entourage, comment, voilà. Mais en tout cas, moi, je me suis dit que sur Ajoie, il n'y a pas beaucoup de choses très positives à dire dans le sens où on le savait. Hein, Ouais. Encore une fois, quand on parlait avec Gary Chen avant la saison, il nous disait pas oui, on vise les playoffs. Il nous disait on va pas se mentir, si je me rappelle bien, il dit quand même on nous attend 13e, puis si on arrive à y croire le plus longtemps possible au pré-playoff, c'est déjà super. Et là, ils sont rattrapés. 16 matchs, 29 buts marqués, 70 encaissés, c'est quand même dur. Et puis à 5 contre 5, en fait, ils arrivent quasiment pas à marquer. Le hockey sur glace, alors c'est bien, oui, les powerplay, ils ont un powerplay qui tourne pas trop mal, justement, parce qu'ils ont des joueurs qui sont bons dans cet exercice. Mais t'es face à des défenses de National League qui s'adaptent en plus. Donc, ouais, t'es forcément rattrapé. Donc, à un moment, je me suis aussi posé la question, en voyant ces séries comme ça de négatives, à quel moment le public va vouloir retourner puis voir un 5-0 contre Gauthieron. Alors, t'as vu Gauthieron, tu prends un 6-2 contre Lausanne, puis tu te dis, ah, tiens, t'y croyais peut-être un peu. Et puis, on entendait certains dire, 45 points, 1 point par match. Moi, je trouvais que c'était... Moi, j'avais dit 25 avant la saison. Ok. Moi, je trouvais que c'était extrêmement... optimiste. Ouais. Bon, par contre, alors en parlant de public, j'étais au match contre Lausanne. J'ai trouvé extraordinaire. Mm-hmm. J'ai des amis qui étaient devant la télé qui m'ont dit on entend que les Lausannois. Je dis alors, je pense qu'il y a un micro qui est devant leur parkage. C'est pas possible autrement. Il y avait une super ambiance. Moi, j'ai vraiment eu du plaisir. J'ai du plaisir à aller là-bas parce que c'est une patinoire qu'on connaît pas. T'as du plaisir à aller dans les patinoires. Moi, j'ai du plaisir quand je vais sur les patinoires. Donc déjà, effectivement, j'ai rapidement du plaisir. Mais c'était super. Et je pense quart d'heure, 20 minutes après la fin du match, il y avait encore la moitié du secteur debout qui était là, qui chantait. Ils étaient tous contents. Et ça me fait me dire qu'il n'y a pas de lassitude. Alors, tu me diras, ça fait qu'1 mois et demi de championnat, je suis d'accord avec toi. Mais pour l'instant, je sens pas cet aspect, on va se prendre une rétamée contre X ou Y qui viendra. J'ai vraiment pas l'impression qu'on y est encore. Et c'est louable à part ça. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir ça. Et j'espère que justement, cet enthousiasme va continuer malgré la saison qui va forcément être difficile. On passe à Bienne, qui va plutôt pas mal, étant donné qu'ils sont 2e du classement. Ils ont été chercher le leader chez lui. Victoire 1-0, mais c'est surtout 3 victoires en 4 matchs. Mm-hmm. Notamment aussi une belle victoire à Zurich. Finalement, on peut dire que le 4-2 à Lausanne, c'est un accident de parcours pour Bienne qui arrive avec un Joran van Pottelberger qui est une défense qui tient la route. Contenir Fribourg et les rendre muets, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas simple. C'était un beau match déjà, j'ai trouvé. Pour un 1-0 en plus. Pour un 1-0. Il y a des bons et des mauvais 1-0. Là, c'était un très bon 1-0, je trouve. Et Bienne a été vraiment ultra solide. À la fin du match, Christian Dubé disait c'était pas vraiment nous. J'ai trouvé que c'était pas notre match. C'était pas mon équipe. On n'a pas joué comme on l'a fait ces derniers temps. On reviendra après sur l'aspect fribourgeois. Moi, j'ai beaucoup aimé le forechecking biennois qui a beaucoup dérangé. Alors, est-ce que c'est les défenseurs fribourgeois qui étaient particulièrement imprécis à la relance et inefficaces, ou les biennois qui les pressaient énormément? C'est toujours un peu les deux, hein. C'est jamais blanc ou noir. Mais en tout cas, le forechecking biennois dérangeait Fribourg-Gotteron. Et surtout, il y a quand même une constante avec Bienne, c'est qu'ils ont des blessés tout le temps. Et je crois qu'on a une question d'ailleurs dans ce sens-là. Ouais, de Marco qui nous demande si Bienne au complet a-t-il des failles. Est-ce que c'est un réel prétendant au titre?
Bah, c'est une très bonne question parce qu'actuellement, donc bien adroit à 5 étrangers. Mhm. Et actuellement, il joue avec Leuf, Tretnes, Rayala et Korpikoski. Donc ils ont droit encore à un étranger supplémentaire sur la glace. Parce qu'ils ont Salinen qui est blessé et Yakovenko qui est blessé en plus, donc c'est deux solides. C'était deux solides renforts. Exactement. Donc là, tu te retrouves avec Grossman Delémont en ligne 2. Delémont qui a fait un très bon match à Fribourg au passage. Il était sur le premier powerplay longtemps. En fin de match, il a changé Tormenen puis il a remis Yannick Radier. Mais Delémont joue premier powerplay avec Rayala et As. Ouais. Je trouve intéressant comme petit développement à suivre. Et très bon contre Lausanne sur le but, on va dire, où il fait une passe magnifique. Magnifique, ouais. Plus qu'à déposer dans la cage vide. Mais tu regardes, offensivement, tu as une première ligne, c'est Rayala, As, Ugly. Tu as une deuxième ligne, c'est... Kunti était absent, mais c'est Kunsley, Kunti, Brunner. Voilà. Tu as une troisième ligne où tu as un Tino Kessler qui pourrait être là, mais moi je pense qu'il va en 4. Tu as Ishier qui devrait revenir de blessure, qui devrait être là. Tu as Salinan, Korpikoski, c'est solide. Offer qui doit revenir aussi. Et en 4, tu as Offer qui doit revenir, tu as Froidevaux, tu as Tino Kessler. Est-ce que c'est un prétendant au titre ? Je sais pas. Je dirais c'est pas moins un prétendant au titre que les Fribourg, disons. Pour dire ils sont les 1 et 2 actuellement. Et si je dois parier sur une série en 7 entre les deux équipes, c'est chaud. C'est chaud. Je donne quand même l'avantage à Fribourg, simplement pour le gardien. Mm-hmm. Mais c'est là que de toute façon, Joran van Pottelberg va me faire mentir et va aligner des matchs de monstres. Mais c'est juste une question d'expérience. Si tu veux, il faudrait que tu me mettes Giannoni Berra. Alors là, je vais pouvoir pencher plus pour Giannoni parce qu'il a gagné des titres. Mais vu ce que montre Berra depuis plusieurs saisons, et en particulier cette saison, c'est compliqué d'aller contre lui dans un match en 7, on va dire. Je suis d'accord. Mais cette équipe biennoise avec 5 étrangers plus Gaëtan Haas, comme je les ai dit plusieurs fois dans ces épisodes, c'est 6 étrangers en gros dans l'impact, on va dire, parce que Gaëtan Haas, là, il revient gentiment, mais sûrement à un bon niveau, je trouve. Est-ce que bien a des failles ? Comme tu dis, mais à force de dire que peut-être Van Pottelberg est une faille et qu'il ne l'est pas, parce que l'année passée, on se rappelle quand même qu'il a fait une bonne saison. C'est plutôt, si tu me le mets contre Eto Berra, je me permets pas de dire que c'est une faille en ce moment, clairement j'ai bien compris. Mais tu vois, jusqu'au centre de 4e ligne, avec un Étienne Froidevaux, qui est un centre qui est fiable défensivement, qui va être capable de jouer un tout petit peu plus haut si nécessaire. Non, moi je trouve pas que cette équipe elle a des failles où tu dis ça c'est le point faible du HC Bienne. Non, je pense pas. C'est une équipe qui a un style propre, qui a une identité de jeu, qui a un entraîneur qui a fait ses preuves et à toutes les positions, moi je trouve que Bienne est très très solide. Et aussi ce qui est fort, c'est justement cette capacité à, malgré les blessures, à enchaîner. Parce qu'on a parlé de certains clubs, oui, mais il y a un machin qui est blessé, oui, mais... Et Bienne nous prouve semaine après semaine que sans des pions importants, ils arrivent quand même... Tu vois, t'enlèves Kunti, alors ok, tu mets Tretnes, c'est pas un junior que tu balances comme ça, mais on se rappelle qu'une fois, on avait d'ailleurs mis en exergue la ligne de centre, et quoi, Elvis Schlepfer, qui encore Roman Carafa, ou je sais pas, enfin, il y avait une ligne de centre, il y en avait un qui était entre guillemets crédible, et c'est vraiment pas pour être péjoratif vis-à-vis des autres, mais où il y avait de la bouteille. Et le reste, c'était compliqué, où on demandait presque à Froidevaux de jouer quasiment première ou deuxième ligne. Ouais. Puis tu te dis oui, alors il l'a fait, mais c'était une époque révolue, quoi. Donc là, ce qu'il prouve, c'est que peu importe, ils arrivent à trouver une solution. Moi, c'est ça qui me fascine, et je me dis toujours, ça doit être dans le vestiaire, qu'il doit y avoir un truc qui fait que... Et je repense à l'interview de Damien Brunner aussi, en me disant qu'il y a vraiment un entourage... dans le club qui fait que finalement on se pose pas de questions. Un tombeau combat, next, finalement, et il fera bien, on lui mettra pas de la pression supplémentaire, les autres vont se lever. Là où des fois Genève on a de la peine à trouver du secondary scoring, on a l'impression qu'à Bienne on va avoir un gars qui va peut-être va marquer son but important,
et puis que les Suisses, on peut compter sur eux. T'as C'est- toujours un Mike Kunsley qui va venir te marquer ses points si nécessaire. Kunti peut faire, là il est blessé, mais Puis Ugly, hein, il a déjà 7 buts, Michael Ugly. Ouais. Et là, c'est lui qui marque. Alors bon, on reviendra sur le but. En l'occurrence, c'est une erreur défensive de Samuel Walser. On en parlera un petit peu plus tard de Samuel Walser aussi. Mais Ugly est là pour marquer le but. Et après, derrière, ça a super bien tenu, je trouve. Et ouais, très impressionné par la prestation biennoise. J'étais un poil moins emballé à Lausanne dimanche. Mais moi, ce qui m'a encore plus impressionné ce mardi, c'est que c'était leur 3e match en 4 jours. Et tu avais l'impression que c'était bien l'agresseur par rapport face à Fribourg. Et malgré la fatigue, malgré justement quelques blessures qui se sont accumulées, c'était vraiment du tout bon bien ce mardi soir. Et qui aurait pu dire qu'à la ce qu'on va dire 17e, 18e journée de championnat, le match au sommet, ce serait bien Fribourg. Fribourg-Bienne. Je suis pas sûr que beaucoup de monde aurait misé là-dessus. On était quand même plus parti sur du Zug Zurich. Ouais, effectivement, mais voilà, je pense que c'est 2 équipes qui méritent où elles sont actuellement. Et pareil, je pense pas qu'on aurait imaginé qu'il y aurait 2 romans tout en haut et 2 romans tout en bas. Et si on avait dû dire avant la saison qui sont les 2 romans tout en haut et qui sont les 2 tout en bas, alors à jour on aurait été ok, mais après derrière, c'est quand même une surprise, c'est sûr, de voir bien aussi haut. Moi, je crois que dans mes pronos d'avant-saison, je les mets 4. Ouais, en tout cas, je sais que tu les mets haut, j'étais hein. très haut avant Oui. la saison, un peu plus que la moyenne, je crois, sauf erreur des autres pronostiqueurs, mais même malgré le fait que je les sentais bien, là ils dépassent même ce que je pouvais imaginer avant la saison. Et on termine ce tour d'horizon avec Fribourg, leader de National League, qui aurait pu, avec une victoire, s'envoler et quasiment valider son ticket pour les playoffs. Non, on n'a pas exagéré, mais en tout cas, ça sent plutôt bon du côté de Saint-Léonard. Il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, j'ai l'impression que il y a eu la défaite contre Rapperswil, cette défaite contre Bienne. On vient un peu sur après toutes ces victoires, cette série de 10 qui est le nouveau record finalement Du club. Du club, exactement, qui pesait, je suis sûr, sur les têtes, parce que quand il y a cette série-là, tu es forcément tout le temps à dire, alors, vous savez que vous allez pouvoir battre le record, vous savez que là au moins maintenant c'est bon, c'est fait, on peut passer à autre chose. Et Christian Dubé aura plus besoin de répondre à cette question, à sourire gentiment en se disant... Ils sont gentils les gars, mais ils me cassent un peu les pieds à me poser cette question. Moi, je m'en fous de savoir que c'est bien, mais alors, honnêtement, que ce soit à 7, 8, 9, 10, 11, 12, je pense que tout ce qu'il veut voir, c'est que si son équipe peut toujours répondre présente et avoir le même impact soir après soir. Maintenant, Fribourg repère des matchs, mais c'est tellement normal finalement que tu sais que tu peux pas continuer comme ça. C'était déjà, je trouve que 10, je suis déjà impressionné. Ouais. Même si le contingent est bon, même si l'état d'esprit est bon, même si les efforts sur la glace sont toujours bons, tu m'aurais dit 10 victoires. Qui est-ce que tu vois faire 10 victoires ? Je t'aurais dit Zug ou Zurich. Oui, absolument. De la même ou Lausanne, manière. à part ça. Hein. Ouais. Avant la saison, je t'aurais aussi dit Zurich ou Lausanne. Ouais, moi pas. Alors, j'aurais que les 2 Z, mais... et finalement, on voit que non, c'est Fribourg. Et ça, tu ne le enlèveras pas. Et que maintenant, si tu arrives avec ce fameux truc de 1,5 points par match, tu es largement bon. Tu t'en fous. Tu as fait tellement de points avant. Ah là, s'ils font une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite sur les 32 derniers matchs, on va dire, pour simplifier le calcul, ils sont à quasi 90 points. Il n'y a même pas besoin de réfléchir si c'est le top 6. C'est clair et net. Donc là, c'est vrai que Fribourg, on a combien de fois on a parlé du début de saison qui était important, qu'il fallait gagner des points maintenant, etc. Ouais, c'est l'exemple parfait. Là, ils se sont mis dans une situation où ils peuvent se permettre, pas d'attendre, mais d'être assez tranquille, de jouer sereinement et de pas avoir le feu aux fesses jusqu'à la 52e journée. Et quoique, t'es quand même vite de nouveau dans les rangs 4 et 5. Le matelas est là
par rapport à l'historique top 8, disons. Ouais. Et c'est aussi ça la donne qui a changé. J'en parlais avant dans la partie genevoise, où ça donne plus de temps au club pour peut-être ne pas paniquer. Mais 6, c'est quand même... Pour rester dans le top 6, il faut s'accrocher. Alors, Fribourg a 14 points d'avance maintenant. C'est un match-là qui est quand même bien confortable. Et surtout, je trouve que c'est des points qui ont été gagnés de manière logique. Dans le sens où, j'ai fait une analyse la semaine passée. Sur chaque match, quasiment, Fribourg avait le plus grand nombre d'expected goals par rapport à son adversaire. Quasi tous les soirs, Fribourg a dominé. Et gagnait finalement de manière assez logique. Et là, contre Bienne, c'était justement pas le cas. Fribourg était offensivement un peu à la peine, sortie de zone difficile. On a vu justement pas mal d'imprécisions. Et Dubé, comme je disais avant, on disait c'était pas mon équipe. J'ai pas reconnu mon équipe ce soir-là, on bougeait pas les pieds, on n'était pas. Et tu perds 1-0 quand tu reconnais pas ton équipe. Tu te dis c'est pas un 5-0 où tu ramasses une tôle. Ouais, puis il a dit je vais pas les crier dans le vestiaire, ils vont m'envoyer me faire foutre si je crie dans le vestiaire. Il a dit en rigolant évidemment. Mais oui. C'est normal qu'après une telle période, c'est 11 victoires en 12 matchs. Donc sur 12 matchs, tu as 33 points. Ouais. Malgré, il y a eu 2 défaites, certes, mais c'est assez... Maintenant, c'est 11 en 13 du coup. Ouais. Mais c'est vraiment louable ce qu'ils ont été capables de faire. Et l'impact de Diaz est toujours aussi bon. Mais là, on voit, Di Domenico, il était très précieux durant cette série. Là, contre Bienne, il est un tout petit peu sorti de son match. Et encore, parce qu'à la fin du match, c'est lui qui va provoquer Radiev. C'est dans tous les sens, ça s'est provoqué un peu parmi, mais c'est lui qui est quand même celui qui fait dégoupiller Radiev. Au passage, je comprends toujours pas comment Radiev a terminé le match. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Le lendemain, qu'est-ce qu'on apprend ? Un match de suspension. Un match de suspension pour son coup de crosse dans le bas du ventre de Di Domenico. Et ça, et on va reparler de la vidéo. On va arrêter d'aller voir les hors-jeux où on sait jamais. Et là, tu as soit au pixel, puis tu vois un gros tas. Exactement. Et là, les deux arbitres se sont parlé pendant une dizaine de secondes. En gros, je pense que j'avais pas l'oreillette, mais la discussion, c'était, je ne vais pas vous la faire en suisse-allemand, mais c'était, t'as vu quelque chose, toi ? J'ai quand même l'impression que Di Domenico, il se tient pas le bas-ventre comme ça dans un coin sans rien. Puis l'autre a dû dire, il me semble qu'il se passe un truc. J'ai mis 2 minutes, mais je suis pas sûr que ça vaille 5 plus match. Ouais. Là, dans un cas comme ça, tu devrais avoir le droit ou donner le droit au coach de challenger cette décision. Puis dire, moi, j'estime que là, c'est 5e match. Parce que mon joueur est venu me le dire, ce qui s'est passé, c'est 5e match. Va voir à la vidéo. Qu'est-ce qui se passe là ? Ça dure pas long. Hein. Tu vois une fois l'image et là, elle est claire. Tu vois à la vidéo, ok, c'est 5e match. Le gars, il sort. Ça te tourne le match. Hein. Si Fribourg a les 5 dernières minutes du match en powerplay, qu'est-ce qui se passe à 1-0 ? Non, ça c'est... Non, mais ça a le potentiel de te changer tout le match. Moi, il y a un truc, surtout, ça me fait rire que tu aies parlé de Di Domenico, parce que, en fait, quand tu regardes les highlights, comme j'étais pas là pour voir tous les matchs, mais j'allais là, puis je vois un but, puis je me dis, ah là, c'est Sprunger, puis tout d'un coup, parce son casque jaune, puis il est assez grand, tu te dis, ok, c'est lui le top scorer. Puis après, un des derniers matchs, j'étais là, mais c'est qui le top scorer ? Puis, Dido. Ouais. Puis, parce que je me disais, non, c'est pas Motet, parce que je le vois et tout. Desharnais, puis Motet marquait 2 buts et tout. Puis je me dis, tiens, c'est pas lui. Et ça m'a presque frappé, parce que j'ai l'impression que Di Domenico, on n'en a pas trop parlé. Parce que Sprunger a été bon, parce que Desharnais a été bon, parce que Motet a connu un passage à vide, mais il était bon au début de saison. Et que la ligne Valzer, Jörg, Marchand on en a marchait trop sur parlé. l'eau. Et voilà, exactement. Et tout d'un coup, tu regardes le nombre de points de Di Domenico. Ah ben oui, c'est lui top scorer. Et ça m'a vraiment surpris. Alors que même l'année passée, il faisait partie du top 5 des meilleurs compteurs fribourgeois. Il avait quasi 1 point par match aussi, je sais plus. Hein. Avec Stolberg et tout, c'était vraiment très très bien. Et il est complètement dans la norme. Mais c'est juste moi qui me disais, mais tiens, je l'avais pas fait, j'avais pas fait assez gaffe à lui, en fait. Ce qui est impressionnant, je trouve, avec Fribourg, si tu regardes les buteurs, on posait un peu la question, hein, mais qui va marquer des buts à Fribourg ? Puis en fait, la réponse, je crois que c'est tout le monde. Ouais. Di Domenico 8, Motet 8, Sprunger 7, Desharnais 7, Marchand 6, Valzer 6, Jörg 5. Tu as 7 joueurs à 5 buts et plus. Ça fait 17 goals pour la 3e ligne, d'ailleurs. Hein. Oui. Ça, c'est intenable à long terme. Mais par contre, t'as tous ces joueurs qui sont à 5 buts et plus déjà. Et je trouve qu'il y a cette densité offensive qui fait aussi la force de Fribourg-Gotteron depuis le début de cette saison. D'ailleurs, tu parles
tu dis intenable, Walser, on parle de cette ligne. Walser, il est en fin de contrat avec Fribourg. Il était. Il était. Ah. Non, Fribourg a annoncé la prolongation de contrat de Samuel Walser pour 5 ans. Et donc c'est le dernier gros domino qui restait finalement. C'était est-ce que Samuel Walser va partir ou est-ce que Dubé qui dit il va devoir faire un effort financier s'il veut rester. Il l'a dit plusieurs fois dans les médias. Manifestement, il a fait un effort. Alors je pense que lui a dit ok, moi je fais un effort peut-être financier, mais tu me fais une Dubé. Puis je pense que Christian a dit c'est quoi une Dubé. Il a dit tu me donnes un long contrat. Ce qui s'est Il a passé. dit 7 ans comme Berchi. Ah non, déconne pas, je peux pas. Par contre, 5, on peut s'arranger. Et là, au bout du compte, j'ai pas les chiffres, j'ai rien, mais je peux imaginer que il a plus d'argent garanti, mais c'est exactement le même discours qu'on tenait avec Berchi. C'est qu'au moment où il dit je sais pas, moi je dis peu importe, mais si on donne 1,5 million ou 1 million, tu dis c'est 500 000, est-ce que sur la différence, est-ce que je peux l'avoir, est-ce que je peux pas l'avoir, est-ce que finalement je préfère me mettre à l'abri. On est des Suisses, tu sais. C'est un peu. J'ai l'impression que si tu joues sur cette corde-là, tu vas pas tellement parier sur toi-même en te disant t'es Samuel Walser, t'es pas Christophe Berchi, on va dire. T'es Samuel Walser, même si t'as été international, même si t'étais à Cloton, après quand t'es parti à Davos, on sentait qu'il y avait quelque chose. On te dit, à ton âge, on t'offre 5 ans de contrat. Ça te fait réfléchir. Il a 29 ans, il aura 30 ans au moment où son contrat commence. C'est un long contrat. Hein. Ouais. Après, là où j'entends que tu puisses te dire... il n'a pas un jeu où tu te dis, lui, dans 2 ans, il est tout cassé de partout. Je ne connais pas sa condition physique très, très précisément, disons, mais je n'ai pas l'impression que c'est un enragé qui va mettre des checks dans tous les coins, bien au contraire. Et si tu regardes sa longévité, c'est son nombre de matchs, il a tout le temps entre 44 et 50 matchs, mais si j'enlève le 44 dans sa première saison à Fribourg, il a tout le temps entre 47 et 50 matchs. Donc il joue tous les matchs, tout le temps, et il est en bonne santé. Donc ça, c'est quand même un des points, à mon avis, qui a aidé également. Puis là, 19 matchs, 10 points, c'est le centre de ta 3e ligne, mais c'est un centre d'une bonne 3e ligne. Et l'année prochaine, donc David Desharnais a signé pour une année. Ouais. Pour moi, ça c'est... Centre numéro 2, du coup. Centre numéro 2 de la saison prochaine. Donc il y aura un étranger, David Desharnais, Samuel Walser, Samuel Schmidt. Samuel. On va appeler plutôt ça Sandro. Toi, t'es conseiller fédéral à mort, là. T'as parlé de Berset, Samuel Schmidt. Allez, c'est bon. Tu te rends compte, hein, ça revient de très loin, ça, quand même. Mais non, c'est plutôt Sandro, il va être plus efficace. T'as une ligne de centre, et on en parle assez souvent ici, de cette colonne vertébrale qui est importante dans la construction d'une équipe, qui est quand même vraiment solide. Puis après, sur les ailes, t'as 2 buteurs suisses, avec Motet et Berchi. T'as 2 défenseurs de bon niveau avec Diaz et Gunderson. Il y aura un étranger supplémentaire en défense. T'as le gardien de l'équipe nationale ou l'un des gardiens de l'équipe nationale avec Berra derrière. Le puzzle, là, il commence gentiment à être assez complet, je trouve, du côté de Fribourg. Moi, le seul truc qui me gêne, c'est Schmidt en 4e ligne dans ta démonstration, si tu veux. Je trouve que c'est un peu dommage. Je comprends, hein, vu l'alignement. Mais Schmidt, là aussi, tu te dis, alors... reste avec nous, on te demande 4e ligne. T'es Langnau, admettons. A dit, écoute, il y a Flavio Schmutz, là, il nous demande tant. Nous, t'es plus jeune et tout. Est-ce que tu viendrais pas chez nous? Langnau, c'est peut-être même péjoratif. Il peut sans doute viser même plus haut. Hein, mais n'importe quoi, à Genève, peu importe. Quoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à Fribourg, on a un peu l'impression que le Fribourgeois qui vient dans la 1, il va finir sa carrière dans la 1. Parce qu'il y a eu les exemples, on va pas les renommer éternellement, mais Sprunger, Bikoff. Moi, j'ai l'impression qu'à quasi aucun moment, on s'est dit ces joueurs, ils vont potentiellement avoir envie d'aller ailleurs. Mais c'est des choses qui arrivent finalement. Et pourquoi pas un Sandro Schmidt et non Samuel se dire, moi j'en ai un peu marre justement de jouer ce rôle-là. Maintenant, c'est quoi les options? C'est de te dire que Desharnais devient ton centre numéro 1, Schmidt ton 2 comme actuellement, parce que Sprunger, Schmidt et Domenico, ça marche terriblement bien. Walser en 3 et en 4, tu trouves un Suisse moins cher que tu fais jouer centre 4. Je dis un nom au hasard, mais Nolan Diem ou ce profil-là. Mais je suis d'accord. Et après, tu prends un ailier étranger à la place de ton centre 1. Dans l'absolu, si tu veux améliorer ton roster,
ta proposition avec les 2 centres étrangers, elle est logique. C'est juste qu'à un moment, tu peux pas contenter tout le monde. Valzer dit, ok, moi, 3e ligne, on m'a vendu ça. Sandro Schmidt, c'est même pas qu'on lui a vendu qu'il allait être centre numéro 1 ou 2. C'est juste qu'il dit, ouais, mais moi, le temps de glace, soit vous me faites jouer ailier, mais je suis meilleur au centre. Puis après, est-ce que bon, alors tu peux engager un centre, un étranger centre qui peut jouer sur l'aile, puis tu sais que tu as aussi Berchi qui peut jouer au centre ou à l'aile. D'ailleurs, il joue centre à Lausanne actuellement. En équipe nationale, il était très bon. À Lausanne, c'était un peu poussif, mais là, j'ai quand même l'impression que ça va. Sur sa ligne avec Kenin, c'est assez complémentaire. Je crois qu'il disait d'ailleurs, quand j'ai fait une interview à Riga, il disait, ouais, mais j'ai Ambul avec moi. Et on se rend en fait pas compte. Il dit, mais je gagne les face-off, par exemple, mais c'est ma ligne qui les gagne, parce que j'ai 2 gars à côté qui font en sorte qu'on gagne ces face-off. Que le puck sort du bon côté. Exactement. Ouais. Et je me dis, voilà, si t'as Ambul, Ambul, il en existe qu'un. Quoi. Donc, T'es en train de dire que Fribourg est sur Andrés Ambul. Intéressant. Hein, bonne rumeur, ça m'a l'air crédible d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'il y aura plus rapidement Samuel Schmidt à Gauthieron qu'Andrés Ambul, tu vois. Mais ouais, mais dans la construction, elle est intéressante cette signature, parce que justement, est-ce que finalement t'engages pas un ailier ? Est-ce que t'engages pas un ailier qui peut se décaler au centre si besoin, mais du coup t'as Schmidt qui vient 3e centre ou 2e centre, Valzer 3, Dernay 1, et tu prends ton ailier. Aladi Domenico qui est capable de jouer au centre si nécessaire. C'est une vraie question, et Fribourg va devoir se la poser. Après, par chance, il reste encore un bon bout de temps pour boucler ses dossiers. Tom Maillot qui a 3 questions, et je m'excuse parce que j'ai oublié d'en parler quand on parlait des autres clubs, mais Gauthieron a-t-il une faiblesse ? Et c'est un peu la même manière que bien au complet a-t-il des failles ? Oui, finalement. Moi, Fribourg a une faiblesse, c'est la profondeur offensive. Fribourg ne peut pas se permettre d'avoir 2 blessés devant majeurs ou 3 blessés majeurs devant. Et je pense que c'est la faiblesse de Fribourg. C'est une faiblesse finalement qui est, comment dire, elle n'est pas tous les soirs en vue. Dans le sens, tant que tu n'as pas de blessés, ce n'est pas une faiblesse. Ouais. Ça le deviendra le jour où tu auras potentiellement des blessés. Et là, ça va devenir compliqué, ou ça pourrait devenir compliqué. Actuellement, ce n'est pas le cas. Mais oui, je pense que c'est ça la faiblesse de Fribourg-Gauthieron. Mais ils s'en sont jamais cachés. Oui, il y a des gros salaires qui ont été dégagés pour certaines personnes, mais c'est au détriment de ça. Quand il signe Raphaël Diaz, Dubé explique quand même clairement. Il dit, je ne partirai pas avec 14 attaquants, mais 13 plus un jeune ou l'autre, s'il faut venir faire le nombre. Donc actuellement, il y a Bikov qui est blessé. Ou je ne pars pas avec 15 attaquants, mais avec 14. Parce que c'est ça, il y a Bikov qui est blessé, du coup c'est Aaron qui doit jouer. Enfin, qui doit mettre le maillot, parce qu'il n'a pas joué grand-chose contre Bienne. D'ailleurs, il l'a un peu... on parle de jeter sous le bus en début d'épisode, il a été un peu jeté sous le bus, Yannick Eren, en début de semaine, en disant, en gros, c'est dans la liberté, sauf erreur qu'il disait. Il disait Dubé, c'est bon, quoi, il a eu sa chance maintenant. C'est juste. Qu'est-ce que tu fais avec lui maintenant ? C'est-à-dire qu'il lui reste 1 an et demi, où il vient chercher ses chèques tous les mois, et puis personne ne doit trouver ça super. Au bout d'un moment, je pense que c'est le joueur qui va venir, puis qui va dire, libère-moi de mon contrat, je te demande une somme, et puis on se quitte bons amis. Lui, il peut d'ailleurs espérer grandement une Ligue à 14. Ouais. Parce que typiquement, Cloton ou Viège ou Holton, admettons, un des 3 clubs, Yannick Eren, ça ira très bien. Et si j'imagine les budgets à peu près, autant on se dit, mais à Joie, ils aimeraient bien Yannick Eren sans doute, hein, mais c'est impossible à régater. Mm-hmm. Un Cloton peut te dire, écoute, moi je te prends 50% du salaire ou X% du salaire. C'est déjà nettement plus envisageable que si c'était à Joie. Absolument, ouais. Donc voilà, c'est ça la faille que je pourrais, faiblesse que je pourrais voir. Moi, c'est la défense. Je pense que là, pour l'instant, tout va bien. J'ai l'impression que justement, ils se battent tous les uns pour les autres. J'ai un peu un sentiment de sur-régime aussi avec cette défense. Je suis pas encore complètement persuadé. Dufner Diaz, c'est la ligne qui a le meilleur pourcentage de Corsi de toute la ligue. Et c'est drôle parce que Dufner contre Rapperswil, je crois, je ne trouvais pas extraordinaire. Mais voilà, c'est... De nouveau, c'est facile de pointer un match à un moment alors qu'il y a eu 10 victoires et où il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment chercher les poux. Ouais, exactement. Je voulais encore juste parler
sans transition pour le coup, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Souligner la saison. Tu en avais fait un interview au début juste avant que ça commence sur les Suisses à l'étranger, et notamment les jeunes Romo en Québec junior, enfin en Ligue 2 qui est junior majeur du Québec. Théo Rochette, 9 matchs, 17 points. Quasi 2 points par match. Ok, il est en dernière année d'éligibilité. Enfin, c'est le plus vieux, on va dire. Mais c'est quand même vraiment joli. J'en parlais avec Marc Barberio au Pucalist avant qu'on enregistre. Quand on parlait entre nous comme ça et on parlait des stats, on disait jolie saison. Il était combien à quasi 2 points par match. Ah ouais, non. Alors il était là aussi impressionné. Et Marc Barberio disait aussi que il n'était pas forcément surpris et que c'était un super jeune, qu'il avait une bonne éthique, il y avait que des compliments à son égard. Donc on espère qu'il va pouvoir continuer à jouer à ce niveau-là. Et Lausanne, je pense que doit se dire, ce serait vraiment bien. Calme-toi un petit peu, s'il te plaît. C'est bien, hein, mais calme-toi voir un peu, parce que pour mémoire, donc il a signé un pré-contrat, ou je sais pas comment appeler ça, mais il a signé pour la saison prochaine à Lausanne. Mais si ça se passe bien en Amérique du Nord, il a tout à fait l'option de rester là-bas. Et il est encore éligible pour la draft cette saison, si ça se passe bien. Et on a vu des joueurs de son âge être draftés. L'exemple parfait, c'est Yanis Moser. C'est pas la même chose dans le sens où Yanis Moser a fait une saison en National League. Ouais. Mais Andrighetto aussi avait été Andrighetto a été drafté tard, en sortant de QMJHL aussi. Donc, c'est clairement une possibilité. Après, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, est-ce que s'il est drafté, il pourrait tout à fait l'être vu le début de saison parce qu'il est meilleur compteur de la Ligue actuellement. S'il est drafté, qu'est-ce qui se passe derrière ? Est-ce que le club préférera lui dire non, mais va bel et bien en Suisse parce que tu vas jouer contre des adultes, parce que c'est bien, plutôt que de te faire des heures de quart en AHL. Et encore, il aurait pas... C'est 21 ans, hein ? Non, c'est 20 ans. Non, c'est 20 ans, il sera bon alors. Il pourrait aller en AHL. Mais là-bas, tu seras mieux, tu seras dans un environnement qui t'est familier, qui va être plus simple pour ton développement, mais comme le fait Davos avec Simon Knack, Nussbaumer avec l'Arizona, c'est un chemin qui est utilisé. Donc, s'il se fait drafter, moi, je peux tout à fait imaginer qu'il vienne en Suisse et que le développement se poursuive sur nos latitudes. Et puis, aussi saluer le premier goal de Gregory Hoffman en NHL. Un but, un snipe dans la lucarne. Tu t'attendais à autre chose ? Non, mais un goal en assist, toujours cette humilité. Je trouvais qu'il maîtrisait déjà. En anglais, je me disais, vraiment, Gregory Hoffman, s'il doit trouver un poste après sa carrière, il maîtrise parfaitement le français, il maîtrise parfaitement le suisse-allemand, il maîtrise parfaitement l'italien et il maîtrise quasiment parfaitement l'anglais. Ouais, non, c'est dans le genre, il doit trouver un truc un peu politique où il faut parler à tout le monde, il n'y aura pas de problème, mais laissons-le d'abord jouer au hockey. Exactement. En 10 minutes, un goal, un assist, deuxième étoile du match. Il a joué un peu de powerplay aussi, t'as vu ? Alors, j'ai pas fait attention, mais par contre, il était sur une deuxième ligne avec Roslovic et Björkstrand. Franchement, alors qu'il était parti 4, et on attendait de voir ce qu'il pourrait donner dans un top 6, est-ce qu'il va rester comme ça à 10 minutes, est-ce que c'est vraiment un top 6 ? S'il commence à jouer un peu de powerplay, voilà, en 10 minutes, il peut faire quelque chose. Ce serait mieux qu'il en ait 15, je pense que ce serait vraiment le temps de jeu. Voilà. Mais d'ailleurs, les Suisses, à part ça, on parle de Gregory Hoffman, mais en NHL, Josi, moi, quand tu regardes le box score, il y avait 4 buts de Nashville, 1 goal, 3 assists pour Roman Josi. C'est Roman Josi. Tu sais que on se réjouit de le voir à Pékin. Tu sais que j'allais dire, il va faire titre olympique en cours de saison. Parce que si t'as Ischier, Timo Meyer, Roman Josi, si tous ces joueurs-là viennent et jouent en forme de saison, on va dire. Ouais, ça commence à être assez intéressant en tout cas. Alors après, on se rappelle la dernière expédition olympique. Hein. C'est comme Alésia dans Astérix, on peut pas en parler, on n'en parle plus. Mais Pyeongchang, c'était quand même pas sympa. Hein. Non, ça n'était pas. On se souvient d'une conférence de presse de Jonas Hiller dans une vieille tente en dehors de la patinoire où il annonçait qu'il arrêtait sa carrière internationale. Et la Suisse était en plus éliminée du tournoi, donc c'était
c'était pas drôle, pour pas dire plus. Timo Meyer aussi qui marque beaucoup de buts. Et là, j'ai l'impression qu'il score quasi à chaque match. Finalement, le seul qui est un peu plus discret en ce moment, parce que Niederreiter marque aussi des buts, c'est Fiala. Si on devait même pointer du doigt un qui a un poil plus de peine. Mais les autres Suisses marchent bien. Ouais, tout à fait. Et ben on arrive à la fin de cet épisode 9 de la saison. Après la pause forcée, on est de retour De l'équipe nationale. aux affaires. Et nous, on continue de répondre quand on y pense, quand on n'oublie pas en cours d'épisode. Mais normalement, on n'oublie pas hein, à vos questions. Merci d'interagir avec nous, c'est toujours un plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Spotify en priorité si possible, parce qu'on aime bien ce canal-là. YouTube, ça va aussi très bien. SoundCloud, etc. On est présent partout. Instagram, Twitter, Facebook. J'avais espéré que tu aies créé le compte TikTok depuis la dernière fois, mais c'est toujours pas fait, mais on y croit. Non, s'il te plaît, fais pas ça. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, profitez des matchs et à bientôt. À bientôt.